Nos experts sont toujours avec nous pour la suite, surtout pour la fin de votre émission. On va parler tout à l'heure du Togo et des législatives de cette année. Est-ce que l'opposition va renaître de ses cendres? On va poser la question à nos invités. Mais bien avant, on fait toujours le tour à Yaoundé au Cameroun. On parle de l'affaire Martinez-Zongo. Les suspects passent devant le commissaire du gouvernement. L'étape là est décrite comme une étape cruciale dans l'affaire. Sana Sadio, expliquez-nous succinctement l'étape. Non, en réalité, c'est trop dire que d'affirmer qu'il s'agit d'une étape cruciale. Nous ne sommes qu'à l'étape des enquêtes préliminaires. C'est-à-dire que le commissaire général fait office, lorsque l'on est dans la justice militaire, il fait office de procureur de la République. Donc dans l'étape d'enquête préliminaire, on fait les auditions et on les présente au procureur qui décide de poursuivre ou bien de ne pas poursuivre. Donc ceci dit, il faut aussi que l'on comprenne pourquoi l'on en vienne à la justice militaire lorsqu'il s'agit d'un civil qui a été tué. Bien entendu, les premiers éléments qui ont été récoltés par les enquêteurs du CED, c'est que, eu égard aux méthodes qui ont été utilisées, notamment on a retracé les écoutes, on a procédé par la triangularisation des coordonnées, comment on les appelle, GPS de portable, pour savoir qui était présent dans cette zone lorsque, pendant le moment où M. Zogo a été kidnappé, torturé et assassiné. Donc sur cette base, on a pu remonter à certaines pentes qui, selon les indiscrétions et certains éléments qui ont été rapportés par certains médias que nous jugeons crédibles, qui ont pu remonter à l'homme d'affaires Amogo Veliga. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il a été inquiété. Il y a eu, je crois, au moins 2 perquisitions dans son immeuble, des serveurs qui, bien que des éléments aient été supprimés dessus, on a eu recours à l'expertise israélienne pour restaurer les fichiers supprimés. Donc c'est à partir de ce moment-là que, selon l'évolution des enquêtes, on a la conviction que des gens même au sein des services secrets camerounais ont participé à son enlèvement, à sa séquestration et à son meurtre. Donc, puisque c'est les moyens de l'État, les moyens des services secrets qui dépendent, n'est-ce pas, des forces armées camerounaises qui ont été utilisées, des gens qui sont impliqués, bien qui travaillent au service de renseignement, il y a un adage en droit qui dit souvent que l'accessoire suit le principal. Je suis désolé de le présenter ainsi. Le civil qu'est M. Paix à son âme, Martinez Zogo, c'est lui l'accessoire, si on peut le dire. Le principal, c'est les moyens militaires, les moyens de l'État qui ont été utilisés pour cela. Donc à partir de ce moment-là, lorsque vous avez des militaires qui, eux, dépendent de la justice militaire, comment peut-on les juger par un tribunal civil? Donc c'était ça, c'est ça ce qu'il en est au niveau de l'enquête préliminaire. Mais puisqu'il s'agit d'abord d'enquête préliminaire, il n'est pas hors de question qu'à l'étape, lorsque le procureur, qui ici s'appelle le commissaire général du gouvernement, aura fait son travail, il n'est pas exclu qu'un juge d'instruction qui, lui, est chargé de mener des enquêtes à charge et à décharge avec tout le temps qu'il faut, puisse reclasser cette affaire comme étant une affaire qui dépend du civil. Mais à cette étape, c'est très important de préciser que tous les suspects bénéficient de la présomption d'innocence. Parce que souvent, nous sommes habitués, quand des affaires font scandale ainsi, nous assistons plus à une présomption de culpabilité parce que tel média, telle personne en parle, parce que il a eu l'habitude de critiquer tel, si c'est forcément lui. Non. Je crois que tout d'abord, les enquêteurs se sont intéressés à lui parce que vous savez, naturellement,
quand une personne, en tout cas je sais que dans les enquêtes de criminologie c'est comme ça que ça se passe, lorsqu'une personne décède, on essaie d'estimer qui avait plus intérêt à le voir mourir. C'est-à-dire qui a le portrait robot de celui qui peut rapidement chercher à l'éliminer. Donc je crois que c'est sur cette piste que les enquêteurs sont aujourd'hui. À l'étape de l'enquête, lorsque l'enquête définitive sera bouclée, on saura ce que le juge d'instruction en décidera. Donc, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que c'est à la justice militaire que l'affaire est confirmée. Je crois que c'est hier que le commissaire général du gouvernement a demandé un surplus d'informations. Des gens sont en train de spéculer qu'il s'agit, et il paraît qu'il aurait demandé l'audition du ministre de la Justice, qui lui aussi serait cité impliqué dans cet assassinat. Donc je crois que c'est là où... est finalement très complexe. Est-ce qu'on peut parler d'affaire d'État finalement? Forcément, lorsque le ministre de la Justice, lui-même, il est impliqué d'ailleurs, Martinez Zogo, et lui-même, et ce n'est pas un secret, lui-même, il faisait partie d'un clan. C'est-à-dire, il faisait partie du clan d'Amougou Béliga, qu'il a décidé de quitter pour rejoindre un certain clan proche de Madame Chantal Biya. Donc, on sait que c'est la guerre entre les clans. Il paraît que M. Amougou Béliga lui reproche cette trahison, il ne lui a jamais pardonné ça. Et donc, on comprend comment les choses aient pu en aboutir malheureusement jusque-là. Son boulot de journaliste. Vous savez, il faut être sincère. Il faut qu'on soit sincère entre nous en Afrique, ici. Le journalisme d'investigation en Afrique, je crains que ça n'existe pas. Le journalisme d'investigation en Afrique, c'est un journalisme de délation. C'est-à-dire, vous jouez le jeu d'un clan qui vous sert des informations pour nuire à l'autre clan. Nous ne sommes pas dans des pays où excusez-moi, sont dans des bases de données que vous allez acheter, vous faites des recherches, vous pouvez consulter des bases de données. Le journaliste d'investigation dans certains pays, surtout d'Afrique, sont des journalistes de délation où vous faites le jeu des clans qui se combattent entre eux. C'est ça la vérité. Hein. Il faut qu'on soit sincère sur ce point. On aura encore 3 minutes parce qu'on va passer 20 minutes à parler de votre pays, le Togo. Si vous le permettez, le fait que je vais réagir sur ce que Sana a dit tout à l'heure pour chuter, le journalisme d'investigation, moi je dis, dans les pays fermés, ça n'existe pas en Afrique. Dans les pays fermés, c'est-à-dire dans des pays comme le Cameroun, on ne peut pas dire qu'on fait suffisamment le journalisme d'investigation. Parce que c'est des pays fermés, c'est des systèmes très fermés. Et vous allez avoir l'information où c'est un gars du système qui va vous fournir l'information. Vous ne pouvez pas commencer comme ça par le point A et aller au point Z. Vous n'irez pas. Vous allez être percuté en plein milieu. Ça n'existe pas. C'est pour cela que moi-même, dans mon pays, le Togo, moi je dis il est difficile de faire le journalisme d'investigation. Parce que c'est tellement difficile. C'est tellement difficile de faire des journalismes d'investigation. C'est pour cela parce que vous savez, il y a des gens qui disent que on est menacé, tout ça, on est menacé. Moi je dis mais il n'y a personne qui menace. Parce que si on veut vous avoir, on va vous avoir. Ah ouais. Si on va vous avoir, et surtout on parle librement. On parle librement. Ici par exemple, nous sommes au Togo, on parle librement. On parle si quelqu'un dit qu'il est menacé, tout ça. Mais attendez, si on vous dit que vous êtes menacé, mais si vous dites que vous êtes menacé, mais moi je me dis que je dis que c'est faux parce que si on veut vous avoir, on sait là où vous dormez. Dans tous les États, c'est comme ça. Donc ici dans les pays comme des pays Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, c'est difficile de faire du journalisme d'investigation parce que c'est des systèmes fermés. Vous voyez le système ouvert comme ça, mais le fond est tellement fermé. L'autre chose que je voudrais ajouter, peut-être on peut dire, quand vous appartenez souvent à des clans, comme ça, que vous faites votre métier, c'est tellement compliqué. Et c'est tellement compliqué qu'on vous protège. Parce que, c'est-à-dire, ce clan, vous allez vous réclamer d'un clan. Alors, et quand vous dites que Martinez lui-même n'était pas neutre. Oui, il n'était pas neutre, en fait. Quand vous vous réclamez d'un clan, ça veut dire que vous avez l'autre clan contre vous. Ça veut dire l'autre clan, lorsqu'il aura la possibilité de vous écraser, il va vous écraser. Et sur ce point-là, pratiquement, ce n'est plus du journalisme, ça ne rentre plus dans le journalisme, en fait. Quand vous vous affichez comme ça, appartenant à un clan, ce n'est plus du journalisme. Ça veut dire que vous défendez un clan. Martinez Zongo père à son âme. Il paraît d'ailleurs qu'il soutient Beke Ong Paul Biya. Il paraît que dans ses chroniques, il soutient, il ne l'a jamais caché d'ailleurs. En fait, ce n'est pas interdit. Et quand on soutient Paul Biya, on critique à Belinga. Écoutez, moi ce que je dis, en fait, ce n'est pas interdit de soutenir
X ou Y. En France, il y a des journaux proches du pouvoir de l'Élysée, des journaux proches de la gauche. Ça existe partout. Comme au Togo. Oui, comme au Togo, il y a des journaux proches du pouvoir et d'autres proches de l'opposition. C'est ça le jeu de la démocratie. Mais ce qu'on demande, c'est que dans vos écrits, soyez professionnels. Ne montrez pas que vous appartenez à ce clan-là. Ne montrez pas que vous appartenez à ce clan-là. Parce que là, vous montrez que vous appartenez à ce clan-là, que ce clan vous protège. Là, vous êtes beaucoup plus exposé. Coach, donne-moi une minute. Non, ce que je voulais dire, juste, en réalité, le journalisme d'investigation existe. C'est quand le journaliste va à côté de l'information qu'il a pour faire rentrer de l'argent dans sa poche, qu'il exploite de manière fallacieuse l'information là. C'est là où il a intérêt de s'écarter de l'information, d'investigation. Sinon, tu peux toi-même, même si les serveurs, ça n'a dit quelque chose, il y a des serveurs qui sont au Togo ici, tu peux acheter l'information là à l'extérieur. Quand on dit de ne pas faire les réseaux sociaux, les gens n'oublient pas. Quelqu'un peut avoir une vidéo que j'ai faite sur un réseau social un jour qui a dit, où j'ai dit des bêtises. S'il rappelle, il peut vendre ça à quelqu'un pour me nuire. Mais comme il le dit, c'est le problème où l'investigation des journalistes crée problème, c'est quand il le fait, il prend l'argent, c'est un clan pour nuire à l'autre clan là. Ça qui parce que à la base, je ne peux pas croire que les journalistes sont formés pour servir un clan. Non. Donc, c'est quand leur ambition s'écarte de leur professionnalisme. Parce que Zogo, ici, là, il n'est pas professionnel. Quand il s'affiche ouvertement pour un clan, non, lui aussi, il a fauté dans sa profession. Dans l'exercice de sa profession. S'il vous plaît, si vous permettez, le sujet est tellement sensible que le journalisme d'investigation, c'est tellement difficile de par le monde. Et vous allez voir partout, on tue des journalistes, tout ça, parce qu'on veut faire des investigations. Mais ce qu'on nous demande, nous journalistes, c'est de chercher toujours à être beaucoup plus professionnels dans nos démarches. Alors, on va parler de votre pays, le Togo, également. Législative 2023, ou bien élection générale. Il n'y a pas que les législatives, il y a également les régionales à venir. L'opposition va-t-elle renaître de ses centres? On va essayer de répondre à cette question en commençant par vous, Firmin Teko Agbo. On a vu récemment les partis ou regroupements de partis d'opposition qui commencent pas à organiser leur meeting. Récemment, c'était l'ANC de votre ami Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre et l'ANC veulent passer par là pour informer le peuple. Il a dit selon lui, la mauvaise gestion du pays. Alors, est-ce que l'opposition, à partir de ces meetings, est-ce que l'opposition aujourd'hui, à partir de ces rencontres avec les populations, à partir de ces stratégies, va pouvoir revenir sur la scène politique au Togo, surtout avec la manière? Non, je dis que l'opposition est sur la scène politique. Par exemple, Jean-Pierre Fabre, dont vous parlez, qui est le président de l'ANC, il est maire. Il est maire d'une commune, Golfe 4, une commune pas des moindres. Donc lui aussi gère un pan de pouvoir de ce pays. Et il le gère bien? Gère bien, bon. Ça dépend de ce que vous appelez bien ou pas. Je ne sais pas s'il le gère bien ou pas. Sauf qu'entre-temps, Jean-Pierre Fabre lui-même avait dit que gérer une commune n'est pas facile. Gérer une commune n'est pas facile, c'est ce qu'il avait dit. Et comment ça, j'ai souri un peu quand il dit gérer une commune n'est pas facile. Et si on lui avait confié, si les Togolais lui avaient confié la responsabilité suprême de la présidence, donc comment l'aurait-il géré? Donc à ce niveau, moi je me dis qu'il est en train d'apprendre. Quand les Jean-Pierre Fabre disent que le pouvoir ne gère pas bien, bon, il parle comme opposant, c'est l'analyse à lui, donc il parle comme opposant, il ne va jamais dire que le pouvoir ne gère pas bien le pays, parce que s'il dit que le pouvoir gère bien le pays, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'opposition. Donc il est dans son rôle, il est dans son rôle. Maintenant, regardons, ils se battent pourquoi? Pour les prochaines échéances électorales. Et votre question est de savoir si l'opposition, va pouvoir renaître de ses cendres. Va pouvoir renaître de ses cendres. Je pense que, vous savez, on n'a pas d'opposition efficace au Togo. Ah bon? Ouais. Si on veut parler d'une opposition qui constitue vraiment une alternative crédible, moi je pense qu'on n'a pas au Togo. Non, on n'a pas au Togo, c'est beaucoup plus des activistes politiques. C'est ce qui fait qu'on n'aura pas l'alternance au Togo, l'alternance dont les opposants ou les Togolais rêvent, parce que je sais que dans la liste des opposants, il y a des gens qui ne veulent pas l'alternance. Non, il y a des gens qui ne veulent pas l'alternance. Moi, le premier obstacle à l'alternance politique au Togo... Leur objectif, finalement, ce n'est pas de venir au pouvoir. Non, c'est de contribuer à l'enracinement du système.
Ah bon? Oui, bien sûr. Vous savez... Donc, ils sont scotchés au système. Oui, ils sont scotchés. C'est des gens... au peuple, c'est ce que vous voulez dire? Oui, vous savez, quand vous suivez un peu l'histoire et avec tout ce qui se raconte et que les gens ne réagissent pas, vous comprendrez tout de suite qu'il y a des opposants qui se contentent juste que le Faure Gnassingbé soit au pouvoir et qu'ils aussi ils profitent des délices, ils profitent un peu des délices du pouvoir. Parce que... Oui, non, c'est ce qu'on dit sur les réseaux, mais les ministres, par exemple, ce que le ministre Bara avait dit, l'autre fois, ça veut dire qu'en réalité, le pouvoir est là. Quand l'opposition a des besoins, le pouvoir subvient à ses besoins. Quand il y a des opposants qui tombent malades, le pouvoir fait tout pour les évacuer. Au même moment, le ministre aussi peut jouer un jeu politique. Non, il joue un jeu politique, c'est aussi son rôle aussi. Mais moi, j'aurais aimé que les opposants dénoncent là et puis qu'ils disent que... Jusqu'à présent, il n'y a pas de dénonciation. Personne n'a dénoncé, personne n'a dit que le ministre Bara était en train de mentir. Ça veut dire, en tout cas, c'est juste une petite partie qu'on nous a fait voir. Donc, il y a d'autres parties où peut-être qu'on ne nous a pas fait voir. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en réalité, le premier obstacle à la tenance politique au Togo, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir. Parce que le jour où les Togolais voudront la tenance, le pouvoir... Les Togolais vont le prouver dans les urnes. Ils vont dire à Faure Gnassingbé, dans les urnes, on ne veut plus de toi. Faure Gnassingbé va partir. Pour le moment, la confiance est sur Faure Gnassingbé. C'est ce que vous voulez dire. La confiance est sur Faure Gnassingbé. Alors, là ne peut plus renaître de ses cendres. Oui, la même question à vous. L'opposition togolaise, comment vous la voyez? Et pour les régionales et les législatives à venir, est-ce qu'elle va pouvoir renaître de ses cendres? Malheureusement, je vais prendre première partie. L'opposition peut renaître de ses cendres. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. L'opposition a passé tout son temps à se tirer entre les pattes et consorts, tellement que les choses lui ont échappé. Et quand vous allez faire une analyse, chaque fois qu'il y a une échéance électorale, il y a un problème que l'opposition prend un problème à part, oubliant les échéances électorales, et c'est après 3-4 mois qu'il se réveille qu'il y a une élection. C'est-à-dire que les législatives, l'opposition sait depuis 2018 que quand les députés là, ont été élus, qu'il y aura élection en 2023. Ça veut dire que l'opposition devait faire un travail de fond. Ils se sont attardés dans l'histoire de Demka, qui a fait quoi, ils sont sur des futilités jusqu'à présent. Et le sujet qui occupe l'opposition pour le moment, là où Favre va encore dérouter, c'est que quand on a parlé de comment enlever des gens sur la voie publique, au lieu que des encombrements, il faudrait que ça soit une menace. C'est ça, eux ils prennent pour faire des récupérations politiques. Que le gouvernement a dit, nous avons dit non, et ils vont encore laisser les choses aller. Alors que il n'y a pas que ça, il y a le rapport également de la Cour. Non, en réalité, l'opposition n'a rien dit de concret sur le rapport là. Il y a Djeri Tama qui fait des récupérations. D'ailleurs, il se trompe beaucoup dans tout ce qu'il fait. Il a oublié qu'un politicien doit avoir une cellule de communication qui intervient non lui-même. Vous pensez que lui-même... Non, tout ce qu'il fait... Vous voyez, réellement, vous connaissez qui encore dans net, à part directement comme ça? Il n'y a que lui qui intervient chaque fois. Il y a Moïse, j'oublie. Non, Moïse, c'est parce qu'il vient, vous l'invitez de ça en temps. C'est qu'il ne joue pas bien le rôle. Il y a Kagbara aussi, qui est presque inexistant. En réalité, si les cas sont bien joués... Quand même. Kagbara j'ai dit presque... Ses envoyés souvent ici. Non, j'ai dit presque inexistant. C'est-à-dire qu'à part ses envoyés... Ashraf Ourosama. Non, Ashraf c'est un ami. Je dis, à part ces choses, ils font rien sur le terrain. Ils vont parler, ils font des discours. Parce que quand ça s'est passé, actuellement, il n'y a que Kagbara et Djeri Tama qui ont sorti des notes que nous exigeons patati patata alors qu'ils sont à l'Assemblée avant de... Quand le gouvernement a demandé 6 mois, ils ont donné 12 mois. Donc, ils font partie de ça. C'est pour dire que, moi, je trouve que si le cas se réveille, parce que le cas a congrès dans cette année, si peut-être ça aura lieu en avril. Si il n'y a pas que le cas, il y a Clé également. Non, je parle je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pour que Clé... Non, c'est pas du politique. Ouais, il y a, si le cas se réveille et que ANC se ressaisisse, je pense que l'atmosphère législative ou du Parlement va changer un peu. Parce que il y a
un rôle prépondérant que les politiques doivent jouer. Ce que les gens disent par rapport à ce que Barra a donné, c'est parce que Fabre a voulu faire des récupérations politiques sur le décès de Lawson là, que Barra l'a recadré. Parce que la veille, il avait commencé. Mais les gens doivent comprendre que ce sont des filles de la nation. Quand un Togolais a des difficultés liées à sa santé, le gouvernement ou l'État peut intervenir, le président peut intervenir. Ça n'a rien de corruption, de quoi. Parce que ce qu'on demande à notre opposition et à nos journalistes, et quand on leur dit d'être les journalistes d'opposition au lieu d'être journalistes de l'opposition, ce qu'on leur demande, c'est que de faire en sorte que tout le monde ait l'information pour qu'on sache que c'est une collaboration, qu'il n'y a pas une classe... Est-ce que le problème se trouve au niveau des journalistes ou bien des politiques? Non, c'est les journalistes qui enveniment encore le problème. Parce que quand vous voyez que certains journalistes viennent, ils parlent du Togo, tu vas penser qu'il y a un chaos total au Togo. Que des gens sanguinaires, des gens... quand ils parlent, tu vas te dire, tu es où dans ce Togo même? On sait que ça ne va pas comme on le souhaitait. Mais il y a des efforts qui sont faits actuellement. Quand vous allez... Comme au Mali également. Au Mali, je ne veux pas tomber sur ça. Vous voyez, des fois, même quand vous n'êtes pas précis, des fois, quand vous n'êtes pas précis dans quoi faire, le gouvernement vous sert le mec que vous voulez. Quand les gens demandaient la route de Segbé, on n'a pas dit on veut route de tel 70 mètres. On n'a pas dit. On dit que goudronnez la route de Segbé. On goudronne maintenant. Ils trouvent que c'est trop restreint. Il faut faire des enquêtes d'abord et publier. Et c'est les journalistes qui doivent donner ces informations aux partis politiques. C'est pour dire que la carte n'est pas tellement jouée parce que ça ne va pas dans l'intérêt du pouvoir si il n'y a que 100% les membres du pouvoir qui sont élus. Et le gouvernement, l'opposition doit comprendre que chaque poste de responsabilité du Togo, la Constitution dit qu'on doit les consulter. Si ce n'est pas eux-mêmes qui s'écartent chaque fois, aujourd'hui Fabre a compris qu'il est maire. Normalement, c'est une erreur. Législative va démission pour normalement Fabre, c'est l'élection présidentielle. Le bureau de ANC, par exemple, va aux élections législatives et la base va aux élections locales. Mais nos partis politiques ne sont pas organisés comme ça. Fabre a pris la place d'un jeune de Kodjo qui aurait pu être maire. Isabelle Amegavi, idem. Donc, c'est ça qu'on doit éviter prochainement pour que les choses aillent. Et qu'ils ne disent plus à leurs militants de ne plus aller faire les cartes d'identité parce que c'est ça qui a fait que des problèmes. Il a dit récemment, lors de son meeting à Guanivé, qu'il invite les jeunes à aller se faire recenser. C'est parce qu'il a eu les revers de ce qu'il a fait, qu'il a changé d'épaule. Oui, c'est sans doute par là que l'opposition va pouvoir arriver au Parlement et gagner une place à Sana. Donc moi, je ne pense pas que l'objectif des Togolais, c'est qu'une certaine classe de partis politiques vienne ou bien soit représentée à l'Assemblée nationale. En quoi cela impacte le quotidien des Togolais? En quoi cela peut impacter le panier de la ménagère? Mais si, ce n'est pas moi qui le dis, si vous estimez que l'opposition, ou bien si vous posez la question de savoir si l'opposition va renaître de ses cendres, c'est que vous considérez qu'elle est en cendres aujourd'hui. Mais si l'opposition, selon vous, est en cendres, et qu'avec cette opposition en cendres, on a pu, du moins pour le cadre de cette législature, pour en finir avec cette histoire de limitation des mandats, parce que même si cette rhétorique populiste abonde dans les propos de certaines catégories de personnes, il faut dire que au moins, grâce à une opposition en cendres, on a pu avoir finalement la limitation des mandats présidentiels. Ça c'est un acquis indéniable. Donc, si c'est ça qui fait avancer le Togo vers cette avancée majeure, alors autant que l'opposition reste en cendres alors. Parce qu'on a vu que certains sujets qui ont bloqué ce pays, certains sujets qui ont fait que beaucoup de discussions politiques n'aboutissaient pas, ont vu leur aboutissement avec cette législature. Ça, c'est sur un point. De l'autre côté, je disais tantôt que ce n'est pas l'accession forcément à l'Assemblée nationale ou bien leur représentation qui va faire bouger quoi que ce soit au Togo. Je vais vous donner l'exemple de Golf 5. Vous-même, vous connaissez la configuration du conseil municipal de la commune de Golf 5. Peut-on nous expliquer comment une opposition qui est en majorité dans cette commune ait pu faire élire M. Aboka, qui est maire d'Uni,
il faut que peut-être les gens puissent m'expliquer comment cela est possible. Il peut y avoir des négociations. Et cela semble rejoindre ce que M. Firmin a dit alors, que certains sont là pour l'enracinement du système afin d'en bénéficier des miettes. Ça confirme alors cela. Comment peut-on comprendre que l'honorable Menya Singbe ait pu être élu à l'unanimité des voix de son conseil municipal alors qu'il y avait au moins 2 élus municipaux de l'ANC? C'est des questions qu'il faut se poser et se demander si réellement nous pensons que c'est la représentation de certains partis politiques, soit dans une mairie, soit à l'Assemblée nationale qui va changer quelque chose. C'est des questions que je pose. Mais moi, je me dis que c'est quoi faire l'opposition? Pour moi, l'opposition, c'est une autre vision de la gouvernance. Une alternative crédible. Une alternative telle que, par rapport à celle que ceux qui sont détenteurs du pouvoir nous le présentent aujourd'hui. Et cette question, je la pose toujours à la veille des échéances électorales, en période électorale. Peut-on me dire avec précision quel est le manifeste de l'ANC qui détaille sa politique économique si elle prend le pouvoir? Quelle serait sa politique budgétaire? Quelle serait leur politique fiscale? Quelle serait leur politique internationale? Vous savez, j'ai l'impression que l'ensemble réduit l'intelligence des Togolais à cette histoire d'opposition-pouvoir. Alors qu'en réalité, les Togolais, ils cherchent vraiment des alternatives, ils veulent des propositions. Comment changer leur quotidien? C'est trop facile de venir, par exemple, sur un média, nous raconter cette histoire qu'on raconte depuis 1990, de dire oui, régime sanguinaire, cinquantenaire, et puis vous pensez que des gens vont courir derrière vous. Non, les choses ont changé au Togo depuis un certain moment. On n'assiste plus à ces choses auxquelles nous assistons sur les médias venant d'autres pays. Beaucoup de choses ont changé au Togo en temps. Vous prenez un jeune de 19 ans, vous lui dites que le Togo est un régime sanguinaire, il va vous regarder béatement, il ne sait pas de quoi vous parlez. Parce que ces choses-là correspondaient à une époque très très révolue. Mais des gens, ils sont restés dans ça, ils ont vieilli dans ça, ils végètent en ça, et ils pensent que rester, parce que c'est ça aussi leur problème, si on veut parler de René Delors, ils pensent que rester dans ce petit carré de Lomé aux 13 communes là, puis crier, ils pensent que c'est avec ça qu'ils vont être représentatifs. Ils n'arrivent même pas à monter, à avoir des suffrages élevés en région maritime, en région centrale, alors que lorsque vous prenez la région maritime, la région centrale, c'est dans ces régions où UNI fait un sacre. Les gens sont là à se battre que c'est à moi d'organiser meeting à Kodjendi, c'est à moi d'être à Agua. Ils pensent que c'est dans ça là ils vont battre UNI, c'est dans ça là ils vont gagner le pouvoir au Togo. Le temps est contre. Oui, je veux juste dire simplement qu'en réalité, si le régime là de Faure Gnassingbé est au pouvoir, c'est parce que les Togolais l'en ont décidé. Le jour où ils diront encore qu'ils ne veulent plus de Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir. Ce n'est pas cette opposition là, mais cette opposition que nous avons contribué fortement à l'enracinement du système RPT unir au pouvoir. Merci beaucoup à vous, Firmin Tekou Agbo. Vous êtes chroniqueur politique. Vous êtes également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Tekou Agbo. Merci également à Kwamivi Akleso. Il est consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Infini merci à vous. Sana VUL, Komlan Sadio et tout. Vous êtes analyste économique et sociopolitique. On vous dit également merci, chers amis, toujours scottiers. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À plus.